Merci beaucoup. Excusez-moi de ces préparatifs techniques. Je suis encore désolé de ce qui s'est passé la semaine dernière. J'espère que ça ne se repassera pas cette fois-ci. Et je pense que, bon, malgré tout, ce n'était que les 5 dernières minutes, je crois, qui étaient un peu gâchées. Je vous remercie d'être venu malgré la neige. Et nous allons commencer aujourd'hui ce cours du 15 février 2013 sur les 2 préfaces du Kokinshu. Je vais vous expliquer ce dont il en retourne. Nous allons aborder aujourd'hui le premier des 21 recueils impériaux. Je vous donnerai le vocabulaire tout à l'heure. Chokusenshu, n'est-ce pas, l'un des textes fondateurs les plus importants de la civilisation japonaise. Texte fondateur, cette anthologie des poèmes de jadis et d'aujourd'hui, Kokinshu, qui est dans le titre, Koki Wakashu. Ce texte fondateur, donc, il est au moins à 2 titres. Tout d'abord parce qu'il est le premier recueil poétique, cette anthologie est le premier recueil poétique ne présentant que des poèmes japonais, écrits en écriture syllabique cursive, donc en kana, en hiragana, mais aussi parce que les poèmes choisis, au nombre de 1111 ou 1110 selon les recensions, appartiennent tous au genre des tanka, qui est le nom plus précis de waka, ou poèmes courts de 31 syllabes. Quand je dis tous, c'est presque tous, n'est-ce pas ? Il y a une petite dizaine d'exceptions à la fin du recueil, mais ça ne nous concerne pas. Ici, on peut considérer donc qu'il y a 1100 tanka qui sont dans cette anthologie. Ces poèmes constitueront désormais un modèle définitif pour les anthologies suivantes, et aussi pour toute la haute poésie japonaise. Il faudra attendre la vogue du haikai, ou haïku à l'époque d'Edo, pour voir la prépondérance du tanka remise en question, et l'époque moderne pour qu'il abandonne l'une de ses principales caractéristiques, qui est l'usage autant que possible exclusif du vocabulaire japonais. Nous en avions parlé l'an dernier. Entre le Xe et le XVe siècle, donc, l'histoire japonaise fut rythmée par la compilation de ces recueils officiels, parrainés par la plus haute autorité morale plutôt que politique, selon les époques, qu'était l'empereur. Il est intéressant de faire le parallèle en ce domaine avec la Chine. On pourrait soutenir que la conscience de continuité culturelle était dans ce dernier pays, la Chine, concrétisée par les histoires dynastiques, compilées chacune par la dynastie qui avait remplacé la précédente. Il s'agissait en ce sens d'une continuité dans la discontinuité, puisque, évidemment, cela saluait un changement politique. L'avant-dernière des 24 histoires dynastiques chinoises, les Nijushishi, n'est-ce pas, les 24 histoires dynastiques chinoises, qui est l'histoire de la dynastie mongole, les Yuan, date de 1370, alors que la dernière anthologie impériale japonaise, le Shinshoku Kokinshu, date de 1439. Il n'y a que 70 ans d'écart entre les deux, et l'on ne peut s'empêcher de regarder les 2 séries comme les repères que se sont donnés les 2 pouvoirs impériaux pour marquer leur place dans l'histoire. On ne peut certes comparer l'ampleur des 2 entreprises, l'immensité des histoires chinoises d'un côté et de l'autre les poèmes japonais, dépassant tout juste les 2000 pièces dans le plus vaste recueil, le dernier. Mais que les empereurs japonais aient cherché le symbole de leur règne dans ces compilations poétiques plutôt que dans des justifications historiques illustre éloquemment le lien établi entre la personne impériale et la langue japonaise. Le lien entre les deux était aussi de nature religieuse, l'empereur étant pour ainsi dire le principal desservant du culte rendu aux divinités japonaises. Il est tout aussi éloquent que le dernier recueil ait été compilé à l'époque où le Japon s'enfonçait dans une ère de profond désordre, pour n'en sortir qu'avec la réunification réalisée à la fin du XVIe siècle et définitivement assurée par les shoguns Tokugawa à l'époque d'Edo. Le nouveau régime n'avait bien sûr aucun intérêt à ranimer la tradition poétique impériale, alors que, curieusement à première vue, il restaura l'antique coutume modelée sur la Chine d'écrire une histoire officielle en chinois. Pour la première fois depuis les 6 histoires du royaume, les Rokkokushi, des époques de Nara et de Heian. Le résultat fut d'ailleurs ambigu, car ce sont 2 monuments historiques qui furent alors constitués en concurrence. Le miroir général du Japon, le Honsho Tsugan, autour du grand lettré Hayashi Lazan, et la grande histoire du Japon, dirigée par
donc le Daini Honshin, dirigé par Tokugawa Mitsukuni. On peut voir dans cette initiative un tournant important dans la relation du pouvoir japonais à la langue du pays. À considérer à la lumière de l'essor des études nationales, le Kokugaku, qui, en prônant la supériorité du japonais sur le chinois, allait contribuer profondément à la restauration du pouvoir impérial de Meiji. Il y avait donc d'un côté un pouvoir en place, le pouvoir shogunal, qui essayait de relancer la tradition des histoires nationales, et de l'autre côté, le Kokugaku, les études nationales, qui, elles, s'efforçaient de rétablir la prépondérance de la langue japonaise. C'est un côté intéressant de cette dernière période d'Edo qu'il faudrait continuer d'explorer. Mais revenons à notre texte initial, le Kokinshu, que Georges Bonneau, qui en avait présenté une anthologie en langue française en 1933, rendait par poèmes d'hier et d'aujourd'hui. Venant quelques 70 années après le Manyoshu, comptant seulement 4 fois moins de poèmes que ce premier recueil, la nouvelle anthologie semble avoir pour but profond de remettre sur de nouvelles voies la poésie japonaise. C'est là le même nombre de livres que le Manyoshu, 20, n'est-ce pas ? Elle classe cette fois les poèmes en rubriques organisées qui resteront le modèle des recueils postérieurs, qu'ils soient officiels ou privés. Ces rubriques qui ont tendance à s'emboîter les unes dans les autres, n'est-ce pas ? On verra certains critiques soulignent le caractère de continuité de certains recueils, qui sont à lire en quelque sorte comme une œuvre complète, non pas comme pièces séparées, ce qui est assez différent du Manyoshu. Nous en avons traité l'an dernier, et plus brièvement dans le cours précédent, nous n'y reviendrons pas. Mais alors que le Manyoshu laissait encore une part importante à la langue chinoise, dans ses annotations et commentaires, il n'en est plus de même pour le Kokinshu, où toutes les notices expliquant les circonstances de la composition des poèmes, les kotobagaki, que vous avez ici en troisième position, sont rédigées en japonais, ce qui restera dorénavant la norme. On sait que ce recueil fut présenté en la 5e année de l'ère Engi, 905, à l'empereur Daigo, qui régna de 897 à 930, par un groupe de 4 lettrés. Il nous suffira ici d'en retenir un seul, Kino Tsurayuki, auteur de la célèbre préface. Car l'une des caractéristiques majeures du Kokinshu, qui le distingue du Manyoshu, est qu'il comporte une préface, et même 2. On ne s'étonnera peut-être pas de savoir que ces 2 préfaces sont rédigées l'une en japonais, l'autre en chinois. Il semble que la préface chinoise, œuvre de Kino Yoshimochi, qui est mort en 919, un poète et lettré qui fut aussi recteur d'Aigaku no Kami, d'une institution d'enseignement que l'on traduit parfois par le terme modernisant et un peu trompeur d'université impériale, n'est-ce pas, le Daigakuryo, a été rédigée en premier, cette préface chinoise. Probablement pour des raisons de cohérence langagière, pourrait-on dire, il a paru qu'il était plus conforme à l'intention qui présidait à l'élaboration du recueil qu'il fût préfacé dans la langue qu'il entendait illustrer. Et la préface chinoise fut remaniée et réécrite en japonais par un autre membre de la famille Ki, ou du clan des Ki, Kino Tsurayuki, donc, qui est 800. Alors, les dates sont divergentes selon les sources, disons autour de 880 et 945. L'un des compilateurs de l'anthologie, mais aussi l'un des poètes qui y sont le mieux représentés, avec près d'une centaine de poèmes dans toute l'anthologie, ce qui est assez rare. Et le tout dernier poème du recueil est aussi de Kino Tsurayuki, comme une signature en quelque sorte. Il est aussi connu pour une autre œuvre marquante de la littérature japonaise, le journal de voyage de Tosa, le Tosa Nikki, constituant le premier exemple des notes journalières ou journal intime, le Nikki, au Japon. Chacun sait que Kino Tsurayuki, en rédigeant ce Tosa Nikki, ce journal de Tosa, se fait passer pour femme, n'est-ce pas ? Il dit je vais écrire ces notes journalières à la manière des femmes, parce que, alors il n'explique pas pourquoi, bien sûr, mais c'est une espèce de... On voit la cohérence qu'il y a entre le Kokinshu d'un côté et le Tosa Nikki de l'autre. C'est une remise à l'ordre du jour et en prestige de la langue japonaise, Yamato Kotoba, de la langue japonaise pure en quelque sorte. Et vous savez que, j'en ai parlé l'année dernière, et le mot qui est utilisé pour écriture japonaise, kana dans le Tosa Nikki, c'est onnade, littéralement main de femme, écriture de femme, opposé à otokode,
l'écriture d'homme, l'écriture de la main d'homme, l'écriture d'homme, qui est le chinois classique, le sino-japonais, le Kambun. Donc, il est aussi présenté, Kino Tsurayuki, comme le père adoptif de Kino Yoshimochi, le préfacier chinois, qui est mort bien avant lui. Ce qui explique aussi, évidemment, la question de la permutation des deux préfaces, c'est la préface en chinois qui a été ensuite détrônée et qui est mise maintenant en fin de livre au profit de la préface en langue japonaise. L'explication qui en est donnée le plus souvent, c'est que la préface de langue chinoise était maladroite, ne satisfaisait pas, ne disait pas tout ce qu'il fallait dire, et cela explique que Kino Tsurayuki l'a en quelque sorte réécrite. Il y a une très grande cohérence entre les deux, à vrai dire. J'en soulignerai quelques éléments tout à l'heure, mais ce n'est sans doute pas la seule raison, et je pense que cette question de cohérence donc, entre la langue du recueil, qui est le chinois, le japonais, et la langue de la préface, donc, qui aurait été le chinois si on l'avait laissé, est une des premières causes. Mais on a très peu d'éléments à ce sujet. L'un des grands éléments, quand même, c'est le fait que Kino Tsurayuki ait été le promoteur de l'écriture féminine, en quelque sorte, puisque vous savez que Soto Saniki a donné le signe de l'ouverture de la littérature japonaise médiévale à l'écriture de femmes, puisque le Japon est l'un des pays au monde où l'une des littératures au monde où la prépondérance des femmes dans sa constitution est la plus importante. Bien que les raisons exactes de la substitution des préfaces nous échappent, il faut souligner l'importance de leur existence parallèle, qui représente un excellent exemple de ce décalage créatif que les lettrés japonais ont instauré entre le chinois et le japonais, afin de donner à leur langue une profondeur culturelle qui permette de l'élever au même niveau que l'idiome continental. Pour en donner un exemple très concret, sur lequel je ne pourrai malheureusement pas m'attarder, je choisirai ce passage qui a fait couler beaucoup d'encre, ce passage dans lequel Kino Tsurayuki explique qu'il y a 6 aspects, sama, ou genre, dans la poésie japonaise. C'est la citation que je vous ai donnée au-dessus. Excusez-moi, comme l'écriture, et je dois mettre l'écriture horizontale, il y a quelques signes qu'on ne peut pas mettre horizontalement, notamment le signe de répétition des mots. Donc, somo somo, il faut lire ça, somo somo, uta no sama mutsunari, n'est-ce pas? Donc, n'est-ce pas, somo somo, ainsi donc, l'aspect, littéralement, l'aspect des poèmes est de 6. Il y a 6 aspects pour les poèmes japonais. En ajoutant avec ce qui semble être, à cause de la particule de renforcement qu'il utilise dans sa phrase, un étonnement presque innocent, que je vous donne ici, n'est-ce pas? Il n'en est pas autrement dans la poésie chinoise. Kara no uta ni mo kakuzo arubeki. C'est une naïveté assez déconcertante, puisqu'idéalement, comme je vais vous le dire, ces 6 genres sont d'abord des genres chinois. Et là, il donne l'impression que ces 6 genres existent dans la poésie japonaise, et tiens, chose bizarre, c'est aussi en chinois. Remarquez la différence de caractère pour dire le même mot japonais, uta, n'est-ce pas, la poésie en général, qui est écrit dans le premier caractère, dans la première citation pour les poèmes japonais, avec le caractère qui se lit ka en lecture phonétique, c'est-à-dire donc le poème japonais, le chant, alors que pour la poésie chinoise, kara no uta, vous voyez que kara c'est le caractère pour tang, et uta c'est le caractère qui se lit shi, qui est la poésie chinoise. La poésie chinoise. Et là, on plaque la lecture uta, donc, qui est le poème japonais par excellence, sur le caractère qui désigne la poésie chinoise par excellence, uta, ce qui met les deux sur le même pied. C'est un aspect très concret de ce genre d'égalisation, de mise à niveau du japonais et du chinois auquel se livrent les lettrés japonais. Donc il découvre innocemment ce parallélisme. Il s'ensuit un long passage où Tsurayuki va donner des exemples de ces 6 genres qu'il nomme en japonais. Je vous les mets ici plus bas, n'est-ce pas? Yoshimochi, dans la préface chinoise, est encore plus direct. Il dit « Le waka a 6 sens ou catégories. Waka, wakani, rokugi. » Alors, rokugi ari, il vaut mieux lire Rikugi, ça fait plus lettré que Rokugi, puisque Riku est la lecture réservée aux
au sino-japonais en lecture Kang, n'est-ce pas, purifiée. Et vous voyez que, alors en japonais, il n'est pas la peine de préciser, uta, c'est la poésie japonaise. Yoshimochi, dans la préface chinoise, dit waka, n'est-ce pas, les poèmes du Japon, les poèmes du Yamato, pour préciser la chose. Et constamment dans la préface chinoise, Yoshimochi parlera de waka, alors que Tsurayuki parlera de uta ou bien de Yamato no uta. Donc cette fois, Yoshimochi les énumère en chinois, alors qu'il les impute sans embâche au waka. Il fait montre en cela de plus d'audace que son père adoptif, évidemment, puisqu'il plaque telles quelles les catégories chinoises sur les poèmes japonais. Car les 6 sens, les rikugi qu'il présente, font partie de la haute critique littéraire chinoise, qui les a définis à propos du livre des Odes, le Shikyo, n'est-ce pas, le Shujing, dont je donnerai plus tard les caractères, dans un commentaire que le célèbre lettré Tang Kong-Yinda, alors qu'on lit en japonais Ku-Eitatsu ou Ku-Yodatsu. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais la lecture Ku, qui est une lecture Gohon, est assez paradoxale, puisque c'est le nom de Confucius, le nom de famille de Confucius, Ko, qui est là. Mais comme une indication que le nom de ce lettré était connu à date très ancienne au Japon, on l'a toujours lu Ku-Eitatsu au lieu de Ko-Eitatsu, n'est-ce pas ? Ce qui montre l'ancienneté de l'adoption du terme. Donc ce Kong-Yingda a fait la liste des 6 catégories, n'est-ce pas ? Si 3 de ces 6 catégories, les airs ou ballades, fu, les hymnes, ga, et les panégyriques, sho, sont donnés dans le livre des Odes lui-même, les 3 autres sont plus interprétatives et servent à caractériser les poèmes relevant des 3 premières. Vous savez que fu, ga, sho sont les titres même des grandes parties du shojing, n'est-ce pas, du shikyo. Et les 3 autres termes sont utilisés après comme éléments critiques de ces parties. Donc vous avez un donné canonique et un donné interprétatif ou critique. Alors, les 3 interprétatives ou critiques sont les représentations directes, fu, les métaphores ou comparaisons, hi, et les élations, kyo. Je traduis par élation, c'est le fait de porter au-dessus, n'est-ce pas, qui peut être aussi considéré comme un mode de comparaison, n'est-ce pas, c'est-à-dire on prend quelque chose et on le compare avec quelque chose de plus élevé. Donc, élation venant du verbe efférer, porter au nu, en quelque sorte. On ne voit donc pas très bien comment cette grille, à part certains termes évidents, pourrait être appliquée telle qu'elle au waka, ainsi que semble le faire Yoshimochi. Mais Tsurayuki adopte une tactique de décalage qui, si elle n'éclaircit pas les choses, a du moins le mérite de rendre plus floue l'évidence, à savoir que les 6 catégories chinoises, élaborées à partir d'un recueil de poésie chinoise antérieur de 15 siècles au moins au Kokinshu, relèvent d'un autre monde. En transposant les 6 termes chinois en expressions purement japonaises, le lecteur a l'impression d'une plus grande proximité. En parlant de poèmes allusifs, Soe-uta, alors je vous donne ici la grille, n'est-ce pas ? Fu, hi, kyo, sho, et Soe-uta, Kazoe-uta, Nazurae-uta, Tadagoto-uta, pardon, et Iwai-uta. Donc, en parlant de poèmes allusifs, Soe-uta, de poèmes de décompte, Kazoe-uta, de poèmes de rapprochement, Nazorae-uta, de poèmes de comparaison, Tatoe-uta, de poèmes de l'ordinaire, Tadakoto-uta, et de poèmes de célébration, Iwai-uta. Malgré les nombreuses critiques faites par les modernes à l'encontre du caractère artificiel et controuvé de cette nomenclature plaquée sur la poésie japonaise, je serais enclin à souligner l'habileté de Tsurayuki, en faisant remarquer en particulier qu'il rend sa classification bien plus vraisemblable et applicable en élargissant le champ de la catégorie chinoise de la métaphore, par exemple, hi, qui est la 3e ici, à 2 autres catégories, les poèmes allusifs et les poèmes de rapprochement, c'est-à-dire les Soe-uta d'un côté et les Nazorae-uta de l'autre. Les poèmes de décompte et les poèmes de l'ordinaire devenant fort voisins, dans la mesure où ils ne sont pas concernés par les procédés de l'allusion ou de la comparaison. Donc vous avez ce qui relève de la comparaison d'un côté et ce qui est direct en quelque sorte de l'autre. Tadagoto ou Tadakoto, comme on le dit parfois, veut dire ordinaire, mais c'est à prendre ici dans le sens de direct, sans ornement.
Et vous voyez que c'est le mot que j'avais rendu par élation, kyo, et qui semble pris cette fois dans le fait de présenter, donc efférer ou offérer, cette fois d'offrir directement à la personne les faits. Tout cela, évidemment, ce sont des interprétations à la fois chinoises et japonaises qui s'entremêlent dans cette mise en correspondance des termes. Alors, les poèmes de célébration, les derniers poèmes, donc, constituent une catégorie évidente, c'est célébrer l'empereur, célébrer un événement. La pertinence des poèmes que le préfacier cite pour illustrer ces catégories a fait l'objet de nombreux débats, et l'on est allé chercher au fil des temps d'autres poèmes qui semblaient mieux adaptés à cette fin. Je me garderai bien d'aborder cette question ici, rappelant que je voulais seulement souligner le procédé de décalage créateur, et surtout adaptatif, qui apparaît dans la mise en parallèle de la préface chinoise et de la japonaise. Ce dialogue se concrétisera notamment un peu plus d'un siècle plus tard avec la compilation des poèmes japonais et chinois pour la récitation, Wakan Roeishu, compilé en 1013 par Fujiwara no Kinto, 966-1041. Et je pense que l'on peut en voir ici les premiers pas, à la fois théoriques et pratiques, par les citations que font Tsurayuki comme Yoshimochi de poèmes japonais pour illustrer ces catégories critiques chinoises et japonisées. Et plutôt que japonisé, il vaudrait mieux dire déssinisé, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous voyez que Tsurayuki essaye d'éloigner le plus possible de la catégorisation chinoise la même nomenclature, mais qu'il va transposer en japonais de façon en quelque sorte, qu'on ait l'impression que c'est une distinction qui est innée dans la poésie japonaise. Et vous vous souvenez de ce qu'il a dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Il donne d'abord la poésie japonaise comme relevant de 6 aspects, et il s'étonne après de retrouver ces 6 aspects dans la poésie chinoise. C'est exactement ce qu'il fait en transposant la nomenclature. Mais nous ne pouvons aller plus loin dans la discussion de l'ensemble de cette préface. L'un des textes majeurs de la littérature japonaise, je le répète. Et je voudrais m'arrêter un instant sur un point plus précis qui la concerne et qui n'est pas assez mis en évidence, son aspect religieux. On ne sera pas surpris d'apprendre que, dans ce domaine aussi, nous avons affaire à une relation double entre le monde des divinités japonaises d'une part et les conceptions bouddhiques de l'autre. Nous allons voir aussi que les deux préfaces se répondent ou se complètent subtilement et qu'il faut lire les deux pour comprendre ce qu'il s'y dit. Peu de passages de la poésie japonaise sont aussi universellement, de la littérature japonaise en général même, sont universellement connus que les premières lignes de la préface de Kino Tsurayuki, que je vous donne ici, n'est-ce pas? Yamato uta wa, hito no kokoro o tane to shite, yorozu no koto no hato zo narerikeru. On m'a dit que je lisais un peu vite le japonais. Pour les gens qui écoutent à la radio, je ne peux pas faire de lecture au ralenti. Je répète la phrase, mais elle est si connue que c'est peut-être pas la peine. Yamato uta wa hito no kokoro o tane to shite, yorozu no koto no hato zo narerikeru. Ce qui veut dire, la poésie japonaise a pour germe le cœur des hommes et elle s'accomplit dans les myriades de feuilles des paroles. Je reviens dans un instant sur cette phrase, mais lisons encore quelques lignes, ne serait-ce que pour en apprécier la langue. Donc, ce que vous avez ici, Yononaka ni aru shito, koto, waza, shigeki mono nareba, kokoro ni omou koto o, miru mono, kiku mono ni tsukete, iidaseru nari. Hana ni naku uguisu, mizu ni sumu kawazu no koe o kikeba, ikitoshi ikeru mono, izureka uta o yomazarikeru. Je ne vais pas la relire, ça fait un peu long quand même. Chez les gens de ce monde, alors je donne une traduction qui je l'espère, ne soit pas trop maladroite du point de vue français, mais qui essaye de suivre les mots le plus possible. Chez les gens de ce monde, où surabonde l'activité, ce qu'ils pensent en leur cœur, selon ce qu'ils voient et entendent, s'expriment en mots. C'est i-idaseru nari, s'expriment en mots. La fauvette qui chante parmi les fleurs, la grenouille en sa demeure aquatique. Quand on entend leur voix, de tout ce qui vit, est-il être qui ne compose son chant?
Vous étonnez peut-être que je traduise Uguisu par fauvette plutôt que rossignol, qui est la traduction standard, mais j'ai déjà expliqué l'année dernière que ça ne correspond pas du tout à un rossignol. Vous pouvez toujours le traduire par rossignol par convention littéraire, mais ce n'est pas tout à fait ça. Je ne suis pas ornithologue par ailleurs et je ne pourrais aller plus loin dans l'identification exacte du genre et de l'espèce. Mais arrêtons-nous tout d'abord sur ce paragraphe. Quoique charmant, il semble bien anodin d'aspect. Les derniers mots nous faisant songer à un Charles d'Orléans japonais. La plupart des commentateurs anciens et modernes se contentent de noter la métaphore végétale de la graine ou du germe, tane, n'est-ce pas, qui veut dire les deux, le germe, la graine, parfois même le noyau, comme vous le savez en japonais, le pépin, qui croît et se développe jusqu'aux feuilles que sont les mots, kotoba. Il n'est pas la peine de répéter cette métaphore inscrite dans la langue japonaise. Les mots en japonais, kotoba, c'est littéralement kotonoha, les feuilles des mots. Une métaphore qui n'existe pas, semble-t-il, en chinois. Mais peut-on s'arrêter là? Ceux qui ont suivi le cours de l'an dernier sont, je pense, sensibilisés au poids que peuvent avoir des termes comme kokoro et tane, c'est-à-dire le cœur d'un côté et le germe de l'autre. D'autant plus qu'ils sont accompagnés d'un verbe aussi important que naru, ici, n'est-ce pas, naredikeru, qui, dois-je le rappeler, ne signifie pas simplement devenir, ainsi qu'on a trop tendance à le traduire, mais avant tout se parfaire, s'accomplir, se réaliser. Et dans les textes bouddhiques, il signifie accomplir pleinement ses potentialités, notamment en réalisant l'éveil ou l'état de Bouddha. Pour ce qui est du terme kotonoha, les feuilles des paroles, c'est-à-dire les mots, kotoba, et même employer absolument la langue japonaise, nous avons vu aussi combien dans la poésie japonaise, la poésie bouddhique japonaise, les shakkyoka, qui nous ont occupés l'an dernier, ce terme est lié à la parole de l'éveillé dans ses deux dimensions, à savoir les textes canoniques en chinois classique et par-delà en langue de l'Inde, le bongo, n'est-ce pas, la langue brahmique, c'est-à-dire le sanskrit, et à leur réalisation dans la poésie des langues japonaises. Il se pose évidemment avant tout la question de savoir s'il est pertinent de supposer, voire d'imposer, un sens bouddhique à ce passage. N'encourt-on pas le risque de se voir reprocher d'en détourner le sens? Une chose au moins est certaine, c'est que relativement peu de temps après l'époque du Kokinshu, à la fin du Xe siècle, nous trouvons par exemple chez la grande poétesse Senshi Naishindo, que vous avez ici, que nous connaissons bien depuis le séminaire de l'an dernier, un poème à thème bouddhique, un shakkyoka, consacré au sutra d'ouverture ou d'introduction du sutra du lotus, qui est le sutra des sens innombrables. Sutra d'ouverture, Kaikyo ou Kaigyo, n'est-ce pas? Et le sutra des sens innombrables, le Muryo-gikyo. Bon, je n'insiste pas, vous savez que le sutra du lotus, dans les cérémonies, est entouré de deux sutras. Un sutra qu'on appelle d'ouverture, d'introduction, le Kaigyo, et le sutra de clôture, de conclusion, Kekkyo, et qui est le sutra de la contemplation de Samantabhadra, c'est-à-dire Fugen Bosatsu. Kanfugen Bosatsu Gyokyo. Alors, à propos de ce sutra d'ouverture, d'introduction, à propos d'un passage où sont décrits tous les attributs dont doivent se parer les bodhisattvas dans leur quête de l'éveil, Senshi a fait ce poème que je vous donne ici. Alors, je le donne d'abord en japonais et deux fois peut-être pour le Kakubakari, Hito no kokoro ni makasekeru, Hotoke no tane o motomekeru kana. Kakubakari, Hito no tane ni makasekeru, Hotoke no tane o motomekeru kana. J'essaye de diviser vers par vers pour que vous compreniez, pour que l'on comprenne mieux ce dont il en retourne, que je traduis à peu près comme ceci. À ce point faut-il le rechercher, le germe d'éveillé, Hotoke no tane, qui fut confié au cœur des hommes. Nous voyons ici trois termes, et même de façon indirecte un quatrième, qui se trouve dans les premiers mots de la préface de Tsurayuki. Ce poème de Senshi Naishindo, je le répète, elle est autour de l'an 1000, disons 90 ans après le Kokinshu, la préface du Kokinshu. Donc on retrouve Hito, Kokoro, relié ici aussi en Hito no Kokoro, comme dans la préface de Tsurayuki, et Tane. De plus, par l'intermédiaire du mot Bouddha, Hotoke, nous avons en filigrane le verbe naru, réaliser, puisque le Bouddha est un état qui se réalise, qui s'accomplit. Le lien entre germe et mûrir
naru veut dire aussi mûrir, n'est-ce pas, est on ne peut plus fréquent dans un contexte bouddhique, ainsi que nous le rappelle ce poème de Fujiwara no Yoshitsune, 1169-1206, composé sur l'incité de cause, nyosein, que vous avez ici. Je ne reviens pas sur ces termes techniques, incité, etc. Nous en avons beaucoup parlé, je crois, l'an dernier. Nous les reverrons d'une façon ou d'une autre dans les derniers cours. Pour l'instant, je laisse ça de côté. Voici donc le poème de Fujiwara no Yoshitsune. Taneshi areba, hotoke no mi tomo narinu beshi. Iwa ni mo matsu wa oikeru mono o. Je répète, Taneshi areba, hotoke no mi tomo narinu beshi. Iwa ni mo matsu wa oikeru mono o. Que je traduis comme ceci. Puisqu'il y a une graine, le fruit d'éveillé aussi doit se réaliser. Même sur le rocher, le pain, après tout, peut pousser. Je n'insiste pas ici sur le double sens de mi, qui est à la fois fruit et corps, n'est-ce pas? Donc le poème, lorsque l'on prend le caractère chinois qui est utilisé dans le poème, mi, c'est le corps de Bouddha. Hotoke no mi, c'est bushin. Mais en même temps, mi, comme dans l'expression minoru, n'est-ce pas? Minoru, c'est le fruit. Et évidemment, cela correspond à tane d'un côté, mi de l'autre. Vous voyez l'enjambement du terme japonais qui est sur deux dimensions. Donc vous avez d'un côté Hotoke no mi bushin, le corps de Bouddha, et Hotoke no mi no minori, bukka, le fruit qu'est la bodhité. Mais je n'insisterai pas là-dessus pour l'instant. Et les deux sont compléments de naru pris dans les deux sens. Mais chacun peut voir à quel point l'association de ces termes ne peut plus être comprise que dans un sens bouddhique, près de 2 siècles après le Kokinshu, évidemment. Mais cette connexion est d'autant plus impressionnante qu'en réalité, le poème de Yoshitsune que je viens de vous citer est un démarquage, ce qu'on appelle en japonais honkadori, littéralement prise à partir d'un poème originel, un poème premier. C'est un concept somme toute banal dans toute littérature, n'est-ce pas? Le honkadori, c'est un poème qui est fait à partir d'un segment d'un poème antérieur et célèbre. Or, ce honkadori ce honka, disons le poème originel, vient précisément de ce même Kokinshu. C'est un poème du Kokinshu qui est pris par Yoshitsune. Et ce poème, je vous le donne ici, et vous voyez qu'il commence de la même façon. Taneshi areba, iwa ni mo matsu wa oi nikeri. Koyoshi koiba, awazara meyamo. Donc, taneshi areba, iwa ni mo matsu wa oi nikeri. Koyoshi koiba, awazara meyamo. C'est le poème 512 du Kokinshu. Et qui est qui est en plus dans la rubrique amoureuse, n'est-ce pas, les amours, koi. Et je vous le traduis. Puisqu'il y a un germe, même au rocher le pain peut un jour pousser. Puisque d'amour je l'aime, ne la rencontrerai-je point. Donc, vous voyez que l'utilisation d'un côté, c'est puisqu'il y a une graine, le fruit d'éveillé doit se réaliser, même parce que le rocher pousse sur le pain. Ici, puisqu'il y a un germe ou puisqu'il y a une graine, même au rocher, le pain peut un jour pousser. Et le résultat, c'est cet amour va croître jusqu'à la rencontre. Aou veut dire rencontrer en japonais, rencontrer au sens presque, je dirais presque biblique de connaître, c'est-à-dire nouer des rapports amoureux entre un homme et une femme, n'est-ce pas? Donc c'est un mot à prendre au sens fort. Donc c'est la réalisation de son amour, et de l'autre côté, c'est la réalisation de l'état de Bouddha qui est pris ça part de la même image avec des résultats assez différents. Donc cette pièce appartient à la rubrique amour du Kokinshu, je le répète, mais Yoshitsune, presque 2 siècles plus tard, ne fait rien de surprenant en la détournant dans un sens bouddhique. La question initiale, à partir donc de ces premiers mots de la préface de Kinotsuda Yuki, n'est-ce pas? Kokoro, Tane, Naru. La question initiale demeure cependant, malgré ces indices. N'allons-nous pas trop loin en soupçonnant une tonalité bouddhique à ces premières lignes de la préface? Nous avons en tout cas démontré une chose, c'est que les poètes postérieurs, dès le milieu de la période de Heian, ne pourront pas la lire, cette préface, sans y ressentir un écho immédiat de leurs préoccupations les plus profondes. Et nous en verrons maintes nouvelles preuves dans les prochains cours. Mais cela ne suffit bien sûr pas à convaincre un esprit honnête et quelque peu critique. Il va falloir alors nous tourner vers la préface en langue chinoise de Kinoyoshi Mochi
pourrait découvrir un élément qu'il nous restera après à apprécier. En voici les premières phrases, qui correspondent au passage en japonais que nous venons de lire. Malheureusement, je vois que l'heure tourne, je ne pourrai pas vous lire tout. Je vous donne ici l'essentiel, n'est-ce pas, en traduction. Donc, voici les premières phases de la préface chinoise. Le waka, en vérité, je traduis en vérité par le solé initial, n'est-ce pas, qui est un mot de démarrage en quelque sorte. Le waka, en vérité, prend racine dans la terre du cœur et déploie ses fleurs en la forêt des mots. Les hommes en ce monde ne peuvent rester sans agir. Leurs pensées changent aisément. Chagrin et plaisir se succèdent. Leurs sentiments naissent de l'esprit et s'expriment en forme poétique par les paroles. C'est ainsi que ceux qui sont à l'aise ont la voix joyeuse. Ceux qui ont du ressentiment ont de tristes complaintes. Il est alors possible de relater ce que l'on a en soi et d'épancher son indignation, voire sa rancœur, ikidori, n'est-ce pas ? Nous voyons très bien comment chaque proposition du texte chinois correspond à une proposition du texte japonais, mais aussi comment Tsurayuki décale son énoncé pour l'entraîner le plus loin du contexte chinois. Ce passage en lui-même est lui-même en réalité très largement un démarquage de la grande préface du livre des Odes, dont j'ai parlé tout à l'heure. On gagnerait aussi beaucoup, pour en apprécier le chemin déjà fort long qu'il avait parcouru au Japon, à le rapprocher de la préface du petit chef-d'œuvre religieux et littéraire que le grand moine Kukai, que je vous donne ici, avait, encore tout jeune, rédigé en chinois classique, avant de le réécrire dans sa maturité sous le titre de la convergence des trois enseignements, le Sango Shiiki. Le fait que Tsurayuki ait décidé, afin de parfaire sa métaphore, en l'accordant à la langue japonaise, de remplacer par Tane. Oh, excusez-moi, je vais devoir revenir en arrière sans doute. Bon, le fait que Tsurayuki ait décidé, pour parfaire sa métaphore, de remplacer par Tane, germe, graine, le caractère chinois kon, né, racine, qu'utilise Yoshimotsu, est fort intéressant. Vous avez remarqué, donc, le waka prend racine dans la terre du cœur. Donc, à la série chinoise Racine, terre du cœur, forêt des mots, se superpose la série japonaise germe, cœur, feuille des mots. Et je rappelle que le mot chinois, le caractère chinois utilisé pour mot ici, c'est shi, shirin, n'est-ce pas, la forêt des mots. Se lirait en japonais kotoba no hayashi, c'est-à-dire que le shi, qui est un mot très chinois pour désigner le mot, rarement utilisé en japonais tel quel, est en réalité, lorsqu'on le lit en kundoku, en lecture explicative japonaise, un rappel du kotoba. Donc, à cette série se superpose la série japonaise cœur, germe, cœur, feuille des mots. Donc, racine, terre du cœur, forêt des mots, germe, cœur, feuille des mots. Bien évidemment appelé par le dernier composé japonais, qui ne se retrouve pas tel quel en chinois, sauf qu'il est dissimulé. Or, alors que pour dire le cœur, en gardant le rythme de 6 caractères, on aurait pu imaginer d'autres termes, soit par exemple shinju, kokoro no naka, etc., Yoshimochi, en choisissant le composé terre du cœur, shinji, n'est-ce pas ? On peut le dire shinchi ou shinji, littéralement kokoro no chi, se place sans ambiguïté dans l'univers langagier du bouddhisme. Ce terme est en effet bouddhique, comme le remarquent d'ailleurs les commentateurs japonais modernes. Il a plusieurs sens, shinji. 3 principaux, mais nous nous arrêterons ici sur le plus répandu, celui qu'il conviendrait de rendre plus exactement par terre ou base de la pensée. Et là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous savez bien que le mot de kokoro, le mot japonais de kokoro, comme j'en ai parlé l'année dernière, est en réalité la base d'une pyramide, ou plutôt la pointe d'une pyramide, sous laquelle s'empile une quantité de sens bouddhiques, chinois et indiens. Kokoro traduit à la fois des termes chinois et des termes sanscrits, et reprend dans son état final japonais toute une série de couches de sens qui sont ici à décomposer. Parce que ce n'est pas seulement le cœur, c'est la pensée en général, le mouvement de la pensée, et la pensée dans le système bouddhique, n'est-ce pas, c'est la base de la pratique.
c'est en réalité l'essentiel à la fois du pratiquant et de la vision du monde du pratiquant. Et vous savez très bien que dans les écoles chinoises et japonaises, vous avez une sorte d'idéalisme absolu qui fait que le monde n'est autre que le reflet de la pensée, ce qui se traduirait en japonais par kokoro. Alors c'est un terme très important dans la doctrine bouddhique, puisqu'il y désigne, entre autres, les différents niveaux de conscience, les 42 ou 52, que franchissent les bodhisattvas dans leur pratique. On les rendrait en ce cas par le pluriel en français. Mais il peut aussi avoir un sens plus général et désigner la pensée comme support de la pratique, assurant le progrès vers l'éveil. Je n'aurai pas ici le temps de vous donner ne serait-ce qu'un bref aperçu de la place de ce terme fondamental dans les textes bouddhiques. Mais je voudrais rappeler au moins cette citation de la grande somme de quiétude et de contemplation, le Makashikan, que je vous donne ici. Dans cette citation, la pensée, fixe comme la terre, est immuable. Kokoro no sadamaru koto, chi no gotoshi, ugokasu bekarazu. En utilisant ce terme de terre du cœur, donc dans sa préface chinoise, Yoshimochi, qui vivait, rappelons-le, à une époque où les doctrines du Tendai, qui se fondent sur cette grande somme de quiétude et de contemplation. Les doctrines du Tendai étaient largement diffusées dans la noblesse japonaise, voulaient certes parler du cœur humain comme siège des émotions, le sens premier du kokoro japonais, mais en le couvrant sous le composé chinois, ils le replacent dans l'édifice scolastique bouddhique, ce qui fait que les lecteurs de la préface japonaise, lorsqu'ils retrouvent une autre connexion bouddhique familière dans la série Germe, cœur, parole, ne font pas de contresens, ils sont même invités à le faire par le choix des mots de la préface chinoise. Mais à la lumière de ce terme, le mot de racine utilisé par Yoshimochi prend une nouvelle nuance que l'on ne peut pas ignorer non plus. Racine utilisée par Yoshimochi alors que Tsurayuki utilise le germe, n'est-ce pas? Comme traduction du sanskrit indriya, le sino-japonais kon, ou ne, racine donc, désigne en effet les 5 organes et facultés sensorielles, à laquelle on ajoute aussi la faculté mentale. Ces facultés sensorielles sont les responsables des changements produits dans la pensée par la perception du monde extérieur, et donc de l'acte par excellence, le karma. Si l'on se réfère au passage de Yoshimochi cité tout à l'heure, on voit que ce sens s'accorde tout à fait à l'évocation des changements et mutations de la pensée dans la phrase qui suit la première et qui est paraphrasée de façon plus concrète encore dans la préface japonaise. Vous voyez donc en réalité que ce kon, au sens de faculté sensorielle, est la base sur laquelle s'opèrent les perceptions de la nature énumérées par les deux préfaciers. Et on se retrouve encore dans un contexte bouddhique. J'ajouterai un dernier élément que l'on ne remarque généralement pas comme trace d'une dimension bouddhique, tant le terme est d'usage commun. Il s'agit de la locution « en ce monde », apparaissant sous la forme « yononaka ni aru hito » dans le texte japonais et comme « hito no yo ni aru » dans la version chinoise. On l'a ici dans l'avant-dernier point, n'est-ce pas? Or, dans cette langue, en chinois, la locution « zaise » dans le sens de « en ce monde phénoménal, soumis aux vicissitudes », est presque invariablement bouddhique. Et je vous rappelle que la lecture de Zaise, il y a 2 lectures possibles, Zaise long et Zaise court. Zaise court est la lecture la plus commune et ce simple transposition de prononciation vous indique qu'on est dans un univers bouddhique. C'est une lecture Gohon et pas Kaon. Elle n'apparaît en tout cas qu'après l'apparition du bouddhisme en Chine, car auparavant, la locution semblait plutôt correspondre à une idée que l'on rendrait en français par « être aux affaires », en parlant d'un souverain. C'est au sens de le monde comme objet politique du souverain. Consciemment ou non, Yoshimochi, en l'utilisant sans nul doute pour rendre l'expression japonaise yononaka qu'il avait en tête, elle-même bien sûr correspondant en japonais bouddhique à l'idée de l'impermanence du monde. Yononaka ni aru shitobito, n'est-ce pas, c'est vraiment dans ce monde impermanent. Ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Si vous avez lu des textes japonais, vous le savez. Se situe un peu plus fermement donc dans un arrière-plan bouddhiste. L'interaction entre les deux textes nous met ainsi en présence d'une riche association d'idées bouddhiques, dont je pense pouvoir dire à présent qu'elle est indéniable. Ce qui est en tout cas encore plus indéniable, c'est que les potentialités qui y sont contenues, même si elles n'étaient pas exprimées consciemment par leurs auteurs, n'ont pas échappé à la postérité et qu'elles ont été réalisées, pour reprendre la métaphore.
Comment en effet un moine poète comme Jien, par exemple, dont nous connaissons le rôle central dans le développement de la poésie à thème bouddhique, aurait-il pu lire ces textes innocemment sans faire les rapprochements que nous venons d'effectuer, alors que nous lui devons le poème suivant qui est consacré à l'incité de nature. Ce poème que je vous donne ici est tout à fait parlant. Kimo kusamo netsuki edahamo kizasu yori hito no kokoro no tane mo sakoso wa. Kimo kusamo netsuki edahamo kizasu yori hito no kokoro no tane mo sakoso wa. J'ai lu un peu rapidement, je suis désolé, mais je vous redonne la traduction cette fois. Dès lors qu'arbres et herbes prennent racine, que feuilles et rameaux bourgeonnent, ainsi en est-il du germe du cœur humain. Je ne reprends pas ici le commentaire plus détaillé de ce poème que j'ai donné ailleurs, mais vous faites seulement remarquer que vous y trouvez le germe du cœur humain, qui reprend presque tel quel les mots de la préface japonaise, et en outre, en y ajoutant le terme de racine lu en japonais et jouant sur son double sens, donc le sens de racine et de faculté sensorielle, de sens de la perception, le poème fait le lien avec la préface chinoise. La tradition ne pouvait qu'entériner cette imbrication du bouddhisme et de la théorie poétique. L'évocation de Jien m'amène aussi à faire une dernière remarque sur ces premières phrases de la préface chinoise du Kokinshu, non sans quelque hésitation. Il s'agit d'une possibilité d'interprétation qui, à ma connaissance, n'a pas encore été soulevée. Mais qui expliquerait l'acception particulière que prend un terme japonais bien connu par ailleurs dans les textes de certains poètes. Il s'agit du mot kotowaza, que tous les dictionnaires de langue japonaise définissent seulement comme proverbe. Or, dans la longue préface que Jien a écrite pour un recueil de poèmes composé à l'occasion d'un concours poétique, c'est le Ronyaku Utawase que je vous donne au point 2, n'est-ce pas? Nous avons ces premiers mots. Ainsi donc, la langue japonaise prospère en tant que mode d'expression de notre pays. Sore Yamato kotoba to iu wa wagakuni no kotowaza toshite sakan naru mono nari. Le terme rendu ici par mode d'expression n'est autre que kotowaza. Quelques paragraphes plus bas, le même mot est repris. Puisqu'il s'agit du mode d'expression de notre pays, wagakuni no kotowaza, c'est par la seule voie de la poésie japonaise que doit se réaliser la voie de Bouddha. Vous voyez que le kotowaza, donc japonais, mène à la réalisation de la voie et l'éveil de Bouddha. Butsudo, Hotoke no Michi veut dire les deux choses en même temps, la voie et l'éveil. On voit que dans ce contexte, le mot kotowaza doit être repris non pas au sens de proverbe, mais dans le sens littéral de ces deux composantes, koto et waza, c'est-à-dire littéralement acte de langage. Cette interprétation est soutenue par le fait que dans le même texte, Jien prend plusieurs fois koto au sens de langue ou parole, dans l'expression plutôt rare Yamato Goto, équivalent à Yamato Kotoba pour dire langue du Japon. Yamato Goto est employé volontiers par Jien dans ses textes en prose. C'est un usage assez unique qui me semble, enfin pour l'instant je ne l'ai rencontré que chez Jien. Chose intéressante, le même terme de kotowaza sera utilisé dans la même acception et dans un même contexte par le moine Jikkai, que je vous donne ici, compilateur du Yakuwa Wakashu 3 siècles plus tard, aux alentours de 1500, n'est-ce pas? Je ne peux m'empêcher de penser que cette acception originale de Jien, de kotowaza, donc dans le sens d'acte langagier, prend sa source directement dans la préface japonaise du Kokinshu. En effet, le membre de phrase que nous avons traduit par chez les gens de ce monde où surabonde l'activité, que je vous rappelle ici, n'est-ce pas? Yononaka ni aru hito, koto waza shigeki mono nareba. Koto waza. Séparé. Comprend bien le terme kotowaza, qui s'entend à l'évidence littéralement ici comme koto et waza, c'est-à-dire presque faits et gestes, n'est-ce pas? Koto, les faits, et waza, les modes opératoires. Vous savez que waza est le terme aussi qui correspond à karma. Il peut se lire go avec le caractère chinois go, n'est-ce pas? Et rappelons que koto veut dire le fait, la chose abstraite, mais veut dire aussi la parole. Dans les manuscrits anciens, la séparation des deux mots, dans tous les textes modernes, vous avez koto, un petit point, waza. Mais dans les manuscrits anciens, la séparation des deux mots n'est bien sûr marquée par aucun signe, à la différence des éditions modernes.
et c'est le plus souvent écrit en hiragana et pas en caractère chinois. Vous avez parfois, maintenant, on vous donne les caractères chinois koto avec J et waza avec go ou gyo, mais dans les manuscrits anciens que j'ai regardés, c'est toujours écrit en hiragana koto waza. Donc, les deux termes koto waza et koto waza s'écrivent exactement de la même façon. On peut donc se demander raisonnablement si Jien, en recourant à cette acception rare d'un terme par ailleurs assez banal, ne fait pas consciemment écho à la préface du Kokinshu, sentiment qui est appuyé par le fait que la locution sakan nari, que je vous ai donné tout à l'heure, wayakuni no koto waza toshite sakan naru mono nari, est très proche du sens de l'adjectif shigeshi, qu'on retrouve dans le texte du Kokinshu, koto waza shigeki mono nareba. Ce n'est bien sûr qu'une hypothèse, dont l'exactitude n'importe d'ailleurs que relativement peu, mais elle éclaircirait malgré tout une question que l'on est en droit de se poser et donnerait un autre indice de l'importance de cette préface. Il faut dire beaucoup d'autres choses sur koto waza. En particulier, il se rend par un caractère chinois gen, qui en coréen veut dire langue vernaculaire, n'est-ce pas? Alors, il y a aussi cet aspect à voir, mais je n'entre pas dans ces détails. Et les dieux dans tout cela, me direz-vous? Nous n'avons jusqu'à présent vu que les éléments bouddhistes de ce texte, la préface du Kokinshu, qui ne passent généralement pas pour un manifeste de la religion de Shakyamuni, ni d'ailleurs pour un texte religieux en général. Et pourtant, les dieux surviennent immédiatement après les 3 premières phrases que nous venons de lire. Le texte se poursuit en effet ainsi. Je vous donne le texte ici. Je vais le lire très rapidement. Et malheureusement pour les auditeurs. Chikara o mo irezu shite, ametsushi o ugokashi, me ni mienu, onigami o mo aware to omowase, otoko omuna no naka o mo yawarage, takeki mononofu no kokoro o mo nagusamuru wa uta nari. Que je traduis ainsi. Ce qui, sans recours à l'effort ou à la force, chikara, remue ciel et terre, ugokashi, je le traduis aussi plus fortement, n'est-ce pas? Ce qui, sans recours à l'effort, remue ciel et terre, inspire la pitié aux esprits invisibles, adoucit les rapports entre mes femmes, apaise le cœur des farouches guerriers, c'est la poésie. Nous avons ici une évocation de l'ordre du monde en hiérarchie descendante, comme dans les textes chinois. Les commentateurs semblent s'accorder à reconnaître que ciel et terre, ici, Ametsuchi, est une sorte de métonymie pour les dieux du ciel et de la terre, Amatsukami et Kunitsukami, dont nous avons parlé la dernière fois. Ce qui semble logique. Sinon on ne comprendrait pas comment les poèmes peuvent émouvoir ciel et terre en tant que tels, à moins de considérer une telle hyperbole comme normale dans un texte qui vise très haut. La suite montre bien cependant que l'auteur songe à des êtres personnels. Le terme que nous rendons ici par esprit est le japonais onigami. Ou qu'on fait parfois lire onikami dans ce contexte, écrit avec les caractères chinois kijin, n'est-ce pas, guishun, que l'on peut entendre comme un composé, soit comme un composé juxtaposé, démon et dieu, oni to kami, ou comme un composé déterminé, oni de harukami, ono no yonamono de harukami, c'est-à-dire les dieux démoniaques, ou les esprits démoniaques. Il s'agit malheureusement d'un terme assez flou en japonais comme en chinois. Pour le composé chinois, il semble qu'il ait désigné anciennement les entités yin d'un côté et yang de l'autre, yin-yo. Puis, plus généralement, les esprits des morts, les fantômes, ou simplement les êtres surnaturels. En japonais, onigami, ici lu onikami, est le plus souvent pris au sens de dieu féroce et courroucé, dont on comprend qu'il faille susciter la pitié à l'égard des hommes. Les commentateurs de la grande série la plus récente de littérature classique japonaise, le Shin-Nihon Kotenbungaku Taikei, notent que la phrase « esprit invisible » pourrait provenir du Huainanzi Enanji, texte encyclopédique chinois du IIe siècle avant Jésus-Christ, très influencé par le taoïsme, et qui a été étudié au Japon dès l'époque de Nara, ce qui rendrait le sens d'esprit des morts plus probable à l'origine, malgré le fait que les Japonais tentent à l'interpréter comme Dieu farouche. Si l'on suit la hiérarchie descendante, il est probable qu'il faille cependant penser à des esprits des morts, inférieurs aux dieux, mais supérieurs aux hommes, intermédiaires donc entre les dieux du ciel et de la terre et le monde des humains, même si l'interprétation postérieure a tendu à en faire une forme particulière de divinité supérieure.
La version chinoise de ce passage est conforme à la japonaise. Je vous la donne ici en chinois et ensuite une lecture simplifiée en caractère japonais qui vous permettra de suivre pendant que je la lis. Elle est conforme à la littérature, à la japonaise pour ce qui concerne les mondes supérieurs. On voit que la japonaise a gardé le vocabulaire fondamental en japonisant la lecture. Tenshi pour Amatsuchi, Kishin pour Onigami. Mais le chinois est sensiblement différent dans les deux dernières catégories. Je vous lis donc ce passage. Pour remuer le ciel et la terre, émouvoir les esprits, convertir à la morale, adoucir les rapports entre mari et épouse, il n'y a rien de mieux que le waka. On observe d'abord que les farouches guerriers de Kinotsudayoki, n'est-ce pas, Takeki Mononofu, ne sont pas évoqués par Yashimochi. Par respect des convenances lettrées à la chinoise, sans doute, qui font, comme chacun sait, peu de cas du métier des armes, et qu'ensuite les liens entre hommes et femmes sont ici resserrés dans le cadre du mariage. Les commentateurs nous expliquent que ces 4 propositions viennent toutes des commentaires chinois du livre des Odes. Et vous voyez, donc, si vous faites la comparaison entre les deux, vous voyez à quel point Tsudayoki l'a japonisé. Et c'est très intéressant de voir que, je traduis ce mot, convertir à la morale, littéralement, jinnin o kasu, n'est-ce pas, avec bakesu, ce terme de convertir, kasu, qui se lit ke, dans le kesu en lecture bouddhique, veut dire aussi convertir à la religion du Bouddha, n'est-ce pas? Mais bon, là, je pense que ça n'a pas de rapport direct. Le paragraphe qui s'ouvre immédiatement après cette première évocation, dans la préface japonaise, évoque cette fois ouvertement l'univers de la mythologie japonaise. Telle que nous la connaissons d'après les 2 livres historiques anciens, le Kojiki et le Nihon Shoki. En voici la première phrase. Kono uta, Ametsuchi no hirake hajimari keru toki yori, hideki ni keri. Shikare domo, yo ni tsutawaru koto wa, sakata no ame ni shite wa. Alors, faites bien attention au nom propre des dieux, n'est-ce pas? Shitateru shime ni hajimari, arakane no tsuchi ni shite wa, sano no mikoto yorizo okorikeru. Cette poésie, c'est-à-dire notre poésie japonaise, cette poésie a surgi dès que le ciel et la terre se furent ouverts, c'est-à-dire ont été créés. Cependant, pour ce qui est de sa transmission dans le monde, en ce qui concerne le ciel infini, Sakata no Ame, c'est ce qu'on appelle un makura kotoba, n'est-ce pas? C'est-à-dire un mot descriptif figé qui se met presque automatiquement sur certains termes. Sakata est mis pour le ciel et tous les phénomènes célestes et même les phénomènes météorologiques. On peut le traduire de façon différente. Je le traduirais volontiers par éternel ou infini en général. Ou bien, quand c'est par exemple Sakata no Ame, ça ne sera pas la pluie éternelle, à moins de. On peut le penser pendant la mousson peut-être, mais ou bien ni la pluie infinie, mais ce sera plutôt la pluie venant du firmament. Donc, pour ce qui est de sa transmission de la poésie donc, dans le monde, en ce qui concerne le ciel infini, elle commença avec Shitateru Hime. En ce qui concerne la terre aux métaux bruts, Arakane, là je reprends la traduction de Bono qui me semble très, très, très bonne, n'est-ce pas? Littéralement la terre où sont renfermés les métaux non traités. Elle eut pour origine Susanoo no Mikoto. Notons en passant que les caractères chinois, kaibyaku, lus ici par le verbe japonais hiraku, qui décrivent la façon dont le ciel et la terre se sont formés en se séparant du chaos primordial, proviennent aussi du livre chinois cité plus haut, le Huainanzi et Nanji. Alors que nous sommes au cœur de la mythologie japonaise, les mots qui l'expriment proviennent de la Chine ancienne. Le procédé du décalage fonctionne ici au mieux. Évitons d'entrer dans les détails des aventures des deux divinités qui sont ici mentionnées. Elles sont passablement complexes. Et l'une des moindres complexités de cette reprise des récits mythologiques du Kojiki et du Nihon Shoki n'est pas que la déesse Shitateru Hime, qui est présentée comme créatrice de la poésie dans le ciel, est en réalité une divinité terrestre, Kunitsukami, alors que Sanoo, créateur de la poésie terrestre, lui, c'est-à-dire japonaise, est une divinité céleste, Amatsukami, frère de la déesse Amaterasu. Ce qu'il est important de noter dans les traditions reprises par Tsudayoki, c'est bien sûr l'origine divine de la poésie, Uta, mais aussi la dualité de son origine, une pour le ciel, une autre pour la terre japonaise. Dans les notes intratextuelles qui accompagnent le texte du Kokinshu, nous avons quelques explications supplémentaires, appelées notes anciennes, Kochu. L'une d'entre elles se rapporte à notre propos.
Beaucoup de ces notes anciennes sont faites aussi par Fujiwara no Kinto, que j'ai mentionné tout à l'heure, comme le compilateur du Wakan no Eishu. On y relève que Shita Teruhime était l'épouse d'Amewa Kamiko, mais que les poèmes qu'elle fit pour célébrer son époux, appelés ici Ebisuuta, ou poèmes barbares pour reprendre le conte de l'île, n'est-ce pas, étaient de maître indéterminé. Moji no Kazumo Sadamarazu, et qu'il n'était pas de style poétique, ou n'avait pas l'aspect de poème. Uta no yo ni mo aranu koto. Ce n'est que la reprise de ce que nous dit le texte principal, mais on y trouve l'identification de ces poèmes pré-poétiques avec un genre postérieur bien défini. Puisqu'il faut savoir que c'est Ebisuuta, c'est une autre lecture de Hinaburi, le point 1, qui est un terme, qui est un genre poétique attesté et qui est devenu une sorte de genre un peu parodique ou comique dans les siècles postérieurs. La préface continue ainsi. Alors je vous donne ici, n'est-ce pas, je ne vais pas lire parce que nous n'avons plus le temps. À l'âge des dieux, Kaminoyo, à l'âge des dieux impétueux, Chihayaburu, les lettres des poèmes n'étaient pas fixées en nombre. Ils étaient sans ornement, sunao nishite, et il eût été difficile de distinguer le cœur de leurs propos, koto no kokoro. La poésie telle que nous la connaissons vient ensuite. Arrivé à l'âge des hommes, Hitonoyo, c'est à partir de Susanoo no Mikoto que furent composés les poèmes de 31 lettres, c'est-à-dire 31 syllabes. Nous avons ici une note ancienne qui rappelle ce célèbre poème que je vous ai déjà donné l'an dernier. Je ne vais pas le relire en japonais. De toute façon, ce n'est pas un poème très brillant littérairement du point de vue littéraire. Là où s'élèvent 8 nuées, en Izumo, une octuple haie pour y confiner ma femme. Une octuple haie j'ai bâti. Cette octuple haie, vous voyez. La préface en langue chinoise est plus succincte. Je vous donne ici là. Donc vous avez le poème chinois ici, n'est-ce pas? Bon. Yakumotatsu Izumo. Yaegaki tsumakomeni. Yaegaki tsukudoso. Sono yaegaki o. Je vous donne ici la préface chinoise, qui est plus succincte. Que les fauvettes au printemps chantent parmi les fleurs, que les cigales à l'automne chantent dans les arbres. Même s'il n'est pas modulé, chacun déploie son chant. Que les êtres en aient tous un, c'est la loi de la nature. Jinen no kotowari, jinen no ri. Vous pourrez traduire aussi par c'est une loi de la spontanéité. Mais pendant les 7 générations de l'âge des dieux, les temps étant élémentaires, et le caractère élémentaire chi que vous avez ici se lit sunao, n'est-ce pas, peut se lire, est lu sunao dans la lecture japonaise que l'on donne, c'est-à-dire qu'il répond exactement au sunao de la préface japonaise. Et les temps étant élémentaires, étaient élémentaires et les hommes simples. On ne distinguait pas sentiments et désirs. On ne composait donc pas encore de waka. Ce n'est que lorsque Susanoo no Mikoto arriva au pays d'Izumo que fut composé pour la première fois en 31 lettres, c'est-à-dire le waka classique. Les 2 préfaces s'accordent sur l'origine divine du waka, bien que la chinoise ne fasse pas d'allusion au hinaburi, et ces poèmes barbares, dont un mauvais esprit pourrait soutenir qu'il est à la fois plus ancien et plus divin que le waka. Mais on comprend que, visant la sobriété, Yoshimochi ne l'est pas mentionné. Je l'ai déjà dit, la préface de Tsurayuki est très riche. L'expliquer en détail serait la matière d'une année de cours, surtout si l'on voulait examiner de près la façon dont elle répond à celle en chinois de Yoshimochi. J'ai simplement voulu montrer ici comment les 2 préfaces se répondaient et comment le décalage effectué par Tsurayuki dans sa transposition japonaise était emblématique de ce dialogue, à l'intérieur même de la civilisation japonaise. Non pas de 2 cultures, ce dialogue, mais de 2 langues, dont le but ultime était la formation par dérivation, pourrait-on dire, d'une culture différenciée. Je pense aussi avoir montré que l'on ne pouvait pas ignorer l'ombre de la pensée bouddhique, qui se devine derrière certains termes importants malgré leur apparence anodine. Nous verrons au prochain cours, en abordant une série de poèmes de ce recueil, que ce rapport entre les 2 dimensions religieuses de la culture japonaise se retrouvera dans leur expression concrète, c'est-à-dire littéraire. Je vous remercie, et en m'excusant encore une fois, vous priez de m'excuser pour ma maladresse dans la manipulation de cet engin. Voilà.